Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai lancé sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter, un petit sondage car je n'arrivais pas à départager deux sujets. Vous l'aurez compris, la communauté a voté pour mes plus grosses erreurs et je vais essayer de vous faire une vidéo sur mes erreurs de débutant et du moins quelques tips que je ne fais plus aujourd'hui parce que j'ai un petit peu plus de recul. Alors attention, je ne vous parle pas du tout de si j'avais gardé cette crypto-monnaie, si j'avais pas vendu celle-là, parce que tout le monde a des histoires. J'ai quelques anecdotes et je pourrais vous les donner, mais là c'est vraiment des erreurs de débutant qui m'ont coûté de l'argent et que je ne fais plus aujourd'hui car j'ai un petit peu plus de recul et pourtant beaucoup de gens au début tomberont dans ces pièges. J'ai demandé également quelles étaient les plus grosses erreurs de débutants à des traders, à des conférenciers, à des entrepreneurs et j'ai eu pas mal de retours intéressants. J'en ai forcément eu beaucoup trop, je pourrais juste en citer quelques-uns, mais il y a certains points qui méritent réflexion et ce sera dans une deuxième partie. En ce qui concerne le sujet de la prochaine vidéo, et je mettrai également ça sur mes réseaux sociaux, je vous laisse le choix entre deux sujets. Un qui parle de l'informatique quantique, vous l'avez entendu, Google a atteint la suprématie quantique. Pour faire très simple derrière ce mot barbare, Google a réussi à faire un ordinateur quantique un peu plus puissant qu'un ordinateur traditionnel pour la première fois et donc forcément ça fait du bruit. Et le deuxième sujet, c'est comment protéger son argent en cas de crise économique, en cas d'effondrement d'une monnaie ou si jamais votre banque ne vous répond plus demain matin. Il y a différentes solutions et je pourrais également vous faire un sujet. Je vous laisse voter et on commence mes pires erreurs dès maintenant. Première erreur de débutant que je ne fais plus du tout, c'est le tout FA. Il faut vraiment comprendre que quand vous avez de l'argent ou de la crypto-monnaie sur un site internet, sur un exchange, votre mot de passe ne suffit pas. Déjà, il faut un mot de passe robuste, plus de 16 caractères avec des caractères spéciaux, mais votre mot de passe ne suffit pas. Première chose à faire quand vous êtes connecté sur Binance, par exemple, vous allez dans Mon compte, Paramètres et vous activez le double authenticator. Ça va vous faire télécharger une petite application qui va vous générer un code supplémentaire quand vous voulez vous connecter, si vous ne connaissez pas. C'est le strict minimum. Mettez un tout FA sur tous vos comptes. Pour la petite anecdote, je me suis déjà fait voler plusieurs milliers d'euros quelques mois après avoir découvert la crypto-monnaie parce que je n'avais pas de tout FA sur mon compte. Deuxième point. Mes in et mes out. Actuellement, quand j'achète de la crypto-monnaie, je sais où je vais, j'ai un objectif, j'ai prévu de revendre tant de pourcents si ça atteint tel prix. Au début, c'était pas le cas. Déjà, au début, je ne monitorais pas du tout mes investissements. Quand j'achetais du Bitcoin, je l'écrivais même pas sur un Excel. J'avais même pas une page où j'ai dit aujourd'hui j'ai investi tant à tel prix. Très important, suivez vos investissements avec des applications qui vont vous permettre de suivre les cryptos, mais également avec des tableurs Excel pour vous dire quand est-ce que vous avez investi, vous en avez acheté combien, à quel prix. Et surtout, définissez vos stratégies à l'avance, c'est-à-dire avant même de l'acheter, dites-vous, eh bien s'il atteint tel prix, je revends l'intégralité ou je revends une partie. Par exemple, parce que quand vous êtes dans le feu de l'action, quand le prix commence à s'effondrer ou qu'il commence à monter, là vous prenez des décisions dans la précipitation. Ce n'est jamais bon de lier le sentiment, de lier la confiance ou de lier la peur à une décision. Soyez rationnel et donc le vous rationnel, c'est le vous qui n'a pas encore investi. Interrogez cette personne et écrivez vos stratégies. Elles vont forcément évoluer, mais vous aurez une base beaucoup plus saine que si vous prenez une décision quand vous voyez le cours monter. Le troisième point, c'est justement ça. Ne pas prendre de décision dans le mouvement, c'est-à-dire éviter ce qu'on appelle une cascade d'engagement. Quand vous avez pris une mauvaise décision, ou quand vous venez de faire un bon coup, tout de suite vous avez un peu d'adrénaline et vous voulez reprendre une position. C'est là-dessus que j'ai perdu le plus d'argent. J'ai vendu, mais non ça remonte, ben je rachète, ah ben non ça redescend, je revends. Là vous prenez 3 frais de transaction, entrée, sortie, entrée. En plus de ça, vous prenez des décisions à la va-vite, c'est pas calculé, c'est pas maîtrisé. Et ça touche tous les débutants. Combien de personnes j'ai vu investir, retirer, j'aurais pas dû, ben finalement j'ai tout perdu. Ne faites pas ça. On ne prend pas une décision après une mauvaise décision. Et c'est valable dans la vie en général. Quand vous venez de vous prendre la tête avec quelqu'un, c'est souvent pas le bon moment pour aller réouvrir la discussion. Prenez un peu de recul, réfléchissez et revenez à votre vous rationnel. Et à ce moment-là, vous serez beaucoup plus percutant et vous aurez des meilleurs résultats dans votre nouvelle position. La quatrième, et pour le coup c'est vraiment quelque chose de débutant. Il y a une particularité entre le monde traditionnel et le monde des crypto-monnaies, c'est que c'est pas les mêmes valeurs. Dans le monde traditionnel, 10% de baisse dans la journée, c'est un effondrement massif de la bourse. Dans le monde des crypto-monnaies, 10% de baisse dans la journée, ça arrive, concrètement. Dans le monde de la crypto-monnaie, on peut faire x3 en quelques mois si on tombe sur une bonne crypto. On peut également diviser par 3 son capital en quelques mois. Par contre, dans le monde traditionnel, ça arrive très très rarement. Voilà pourquoi il y a des débutants qui arrivent dans le monde de la crypto et qui trouvent des sites « doublez vos bitcoins d'un jour à l'autre » et ils se disent « oui, mais dans la crypto-monnaie, c'est possible ». Pas du tout. Les ratios restent les mêmes. C'est vrai que c'est beaucoup plus volatile, ça peut bouger plus vite à la hausse comme à la baisse, mais le ratio de risque reste le même. Quand vous pouvez prendre 5 ou 6%
sur une action traditionnelle, eh bien vous avez un risque de perdre 5 ou 6% de votre investissement. Dans la crypto-monnaie, ça peut être 60% dans la journée, c'est possible, ça existe. Mais en attendant, si vous pouvez gagner 60% de votre investissement en une journée, c'est parce que vous pouvez également perdre 60% de votre investissement. Le ratio reste le même. Il y a de l'argent rapide, ça existe dans le monde de la crypto-monnaie, mais l'argent facile n'existe toujours pas. Quand vous pouvez gagner beaucoup d'un coup, c'est parce que vous pouvez perdre beaucoup d'un coup. Et beaucoup de débutants arrivent sur des sites et pensent qu'on peut doubler ses bitcoins en une journée. Oui, si vous allez au casino. Et à ce moment-là, vous pouvez également le faire avec vos euros. Les ratios de risque sont les mêmes. Gardez ça en tête. Quand vous voyez des boîtes qui vous proposent 0,5% par jour de rendement sans risque, ça n'existe pas, même dans la crypto. Le 5e point, ça parle de la pyramide de Ponzi. Alors déjà, il faut bien comprendre que c'est pas parce que vous gagnez de l'argent que c'est pas une arnaque. D'accord ? C'est le concept de la pyramide de Ponzi. Ceux qui arrivent au tout début et qui invitent d'autres personnes vont gagner de l'argent. C'est-à-dire que si vous trouvez un moyen de gagner de l'argent en invitant tout plein de personnes qui eux aussi vont payer pour participer à un projet, vous allez peut-être avoir une commission, vous allez peut-être gagner de l'argent et pourtant, c'est peut-être quand même une arnaque. Donc quand vous rentrez dans un projet, d'accord, vous avez l'impression de travailler pour le projet alors qu'en fait vous êtes en train de faire investir tout plein de gens dans ce projet, posez-vous une bonne question à un moment, prenez un peu de recul et posez-vous cette bonne question. Allez interroger les personnes autour de vous qui sont dans le même projet que vous, qui font le même boulot que vous dans cette crypto-monnaie ou dans ce projet un petit peu bizarre qui est souvent basé sur du marketing de réseau. En tout cas, c'est le terme que les gens utilisent pour pas faire peur. Et demandez-vous et demandez aux gens qui sont autour de vous comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent. Si les gens vous disent « moi j'ai gagné tant d'argent parce que j'ai invité lui, lui et lui », vous allez voir ces mêmes personnes et vous dites moi j'ai pas encore remboursé ma mise mais j'ai prévu d'inviter lui bientôt. Si vous vous rendez compte que tout le système est basé sur de l'affiliation, en gros du bonus quand vous invitez quelqu'un d'autre, eh bien c'est une pyramide, sauvez-vous, un jour ça va s'effondrer. Quand on voit des entreprises dans la crypto qui ont des programmes d'affiliation sains, comme par exemple Binance qui va vous donner 20 ou 30% des frais qui vont être générés sur votre filleul, en gros vous invitez quelqu'un, il arrive, il génère 1 euro, eh bien Binance vous reverse 30 centimes. Ça c'est sain. Binance vous reverse une partie de la commission de la personne que vous avez fait venir. Par contre, quand vous vous rendez compte que l'objet même de la structure, c'est uniquement d'inviter des nouvelles personnes et de leur prendre de l'argent, là c'est pas normal. Il faut tout le temps se dire quel est le produit final, quelle est l'utilité. Eh bien Binance en l'occurrence c'est une plateforme d'échange qui est utile, elle va vous permettre de faire plein de choses. Coinbase ça va vous permettre d'acheter votre crypto-monnaie. Il y a des projets dans la crypto qui vendent des produits et donc quand vous en vendez vous avez une petite commission. Mais si en prenant du recul vous vous demandez comment je gagne de l'argent, eh bien simplement en invitant d'autres personnes, attention. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va vous tomber dessus. Et même si vous gagnez de l'argent, quand la pyramide va tomber, eh bien à un moment ou à un autre, c'est à vous qu'on va venir rendre des comptes. Restez très loin de ce genre de schéma. Alors j'ai interrogé énormément de monde, mais il y en a 5 qui m'ont clairement donné des retours qui peuvent vraiment concerner les débutants. Il n'y a pas que des retours de crypto. Il y a des retours également de trading traditionnel et des retours également de mining. Mais c'est ça qui était vraiment intéressant et pour le coup, je vais vous sortir évidemment que les faits qui touchent un maximum de monde et qui peuvent vous aussi vous sentir concernés. Si vous avez d'autres anecdotes à raconter, les commentaires sont faits pour ça et je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis super actif en ce moment. Facebook, Twitter, Instagram, je sais pas ce que j'ai, même sur LinkedIn, en ce moment je commence vraiment à échanger et je suis beaucoup plus proche de la communauté. J'ai beaucoup aimé les retours de mon ami David qui travaille chez CoinHouse. Je vous l'affiche à l'écran. Lui, il a donné plein de retours génériques qui concernent vraiment beaucoup de débutants. Premièrement, ne jamais acheter en période de hype. Quand ça bouge dans tous les sens, globalement, c'est pas là qu'on doit prendre position. Beaucoup de personnes qui ont du recul dans la blockchain vous diront, il faut se positionner avant. En fait, c'est triste, mais il faut investir dans les crypto-monnaies quand il n'y a personne, quand ça intéresse pas beaucoup de monde. Pas quand vous commencez à en entendre parler à la télé. Généralement, c'est trop tard. Quand vous placez sur des altcoins ou des petites crypto-monnaies et que vous gagnez de l'argent, ne replacez pas tout votre profit ailleurs. Conservez une petite partie. Faites ce qu'on appelle une sauvegarde. Également, si vous êtes vraiment débutant, un bon conseil, c'est de faire du DCA. C'est-à-dire investir régulièrement, mais des petites sommes dont vous n'avez pas besoin. Vous regardez ce que vous avez à la fin de chaque mois, vous prenez une toute petite partie qui vous sert à rien. D'ailleurs, c'est drôle, mais c'est ce que fait mon père par exemple. Il contacte et tous les mois, il fait un virement automatique à la société Descoin et il achète un montant de Bitcoin qui met de côté et qui touche pas. Globalement, si vous n'avez pas le temps, que vous vous intéressez à la technologie mais que c'est vraiment pas votre cam, le faire du DCA, c'est quelque chose d'intéressant. Ça vous permet d'épargner au compte-gouttes et si jamais ça s'effondre, eh bien c'était tout le temps une petite somme indolore. Mais en cumulé et à travers le temps, ça peut faire un beau pécule. Et la classique, ne jamais laisser trop d'argent sur des exchanges. D'ailleurs, c'est drôle parce que je le dis moi-même à mes clients à Just Mining. Ne laissez pas votre argent. Alors des fois, ça fait un peu peur les clients. Je leur envoie un mail en leur disant « retirez ». Plus l'exchange conserve de crypto-monnaie, plus c'est une cible. Si vous retirez fréquemment l'argent que vous laissez sur un site internet, non seulement
au moins vous l'avez vous risquez pas de vous lever un matin et de voir que l'exchange s'est fait hacker. Je rappelle que ça peut arriver à tout le monde et c'est arrivé aux plus grands. Et surtout, moins vous laissez d'argent sur la plateforme, plus la plateforme est sécurisée. On ne va pas hacker un exchange de crypto-monnaie pour prendre 1000 €. On attaque un exchange car il sait qu'il garde énormément d'argent. Plus vous retirez, plus vous le sécurisez. Ensuite, un conseil que j'ai bien aimé d'Harald Benoliel. En fait, c'est une personne qui est également ambassadeur de différents projets crypto, notamment le projet Credit. Je vous l'affiche à l'écran. Et cette personne, elle m'a donné un bon conseil, c'est globalement ne pas investir sur une crypto-monnaie ou un projet tant qu'il n'y a pas de MVP. C'est-à-dire qu'on n'a pas checké et qu'il n'y a pas un minimum viable product. Alors, je vous laisse aller sur Internet pour creuser un petit peu, mais en gros, ça va être checker la base de faisabilité du projet. Des fois, il y a des projets qui ont des idées folles, qui ont des grosses ambitions, mais globalement, on regarde, ils n'ont aucune base. Ils n'ont même pas de structure, ils n'ont même pas fait de prototype et globalement, leur produit, on se demande si un jour il verra le jour car c'est pas du tout crédible. Vérifiez bien, renseignez-vous sur la MVP et prenez le temps d'analyser un projet et de checker au moins s'il y a une MVP dans la faisabilité de ce projet avant d'y mettre quelques billes. Personnage numéro 3, Sébastien Gouspillou. Alors lui, j'ai bien aimé son retour parce que c'est un retour de mineur. Et pour le coup, c'est une erreur de débutant qu'il a fait et j'ai fait la même dans la même période. C'était à propos des mineurs qu'on avait achetés. Il y a différents batchs d'ASIC mineurs, en gros on va dire différentes versions, différentes générations. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a acheté tous les deux pendant cette période un batch de mineurs de Dash. Je vous le donne en mille, voici la bestiole. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on ne s'est pas renseigné suffisamment technologiquement. Déjà, c'était une période où ça partait dans tous les sens, on était fin 2017, début 2018 je crois. À ce moment-là, la plupart des sociétés crypto et les mineurs avaient des fonds parce que les cryptos venaient d'exploser et donc on investissait massivement sur différents produits. Ce que moi j'avais pas vu et ce que Sébastien non plus n'avait pas fait attention, c'est que quand on a acheté cette version de mineur Dash, il y avait une nouvelle version qui allait arriver sur le marché 2 mois après. Globalement, on ne prend pas le temps de vérifier tous les nouveaux produits qui arrivent et donc on achète le mineur qui est disponible en ce moment sur le marché. Sauf que le nouveau mineur était énormément fois plus performant. Ce qui fait que quand les nouveaux mineurs ont été livrés, et qu'ils ont été branchés au réseau, d'un coup la difficulté de minage a explosé à la hausse, ce qui fait que ceux qui avaient les anciennes machines, d'un coup, ils ont reçu 10 voire même 100 fois moins de reward. C'est-à-dire que le premier mois, je me souviens que j'avais remboursé 5 ou 6% de mon investissement, et le deuxième mois, je remboursais moins d'1%, troisième mois, je remboursais plus rien. Et donc, j'ai vite mis ces machines à la poubelle, et j'ai été rentable pendant 1 ou 2 mois, et dès que les nouvelles machines sont arrivées sur le réseau, plus rien. Renseignez-vous sur la nouvelle technologie, et est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle vague qui est sur le point d'arriver sur le marché avant d'acheter des mineurs. Là pour le coup c'était en plus évident parce que c'est des ratios. On avait une machine qui allait consommer autant d'électricité mais qui allait produire énormément plus de puissance. Quand on voit ce genre de choses, et ça arrive de moins en moins parce que maintenant il y a plein d'entreprises, du coup il y a plein de compétitions et les nouvelles machines sont un petit peu plus performantes mais on n'a plus de gap énorme comme il y avait à l'époque. Alors maintenant une réponse intéressante, un petit peu moins newbie mais intéressante quand même de Stéphane Ifra. Alors lui il explique qu'il a fait pas mal d'erreurs dans le monde du trading et c'est d'ailleurs suite à 2 erreurs consécutives qu'il a décidé de vraiment se renseigner, se lancer dans le trading et commencer à s'éduquer. Aujourd'hui c'est quand même le fondateur de Napoleonics qui est une société qui est basiquement axée trading. Je vous invite vraiment à vous intéresser. Je vous mets des liens dans la description comme d'habitude. Alors il m'a donné pas mal de retours vraiment intéressants mais il y en a un qui me plaît beaucoup plus que les autres. Déjà premièrement au début il a eu un petit succès alors que c'était un amateur. Du coup quand il est revenu investir une deuxième fois, il a investi des plus gros volumes, fort de sa première expérience en pensant que ça allait bien se passer. Sauf que la réalité c'est que non, on peut avoir de la chance et donc la deuxième fois qu'il a investi, il a pris un gros coup. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est une histoire qu'il raconte dans laquelle il avait shorté, en gros parié à la baisse. On parie que ça va baisser, donc si ça monte, on perd, et si ça descend, on gagne. Ça inverse un petit peu le sens. Et il avait shorté une action. Il était certain qu'elle allait se casser la gueule, et donc il s'est dit, ok, je vais shorter, on est en train de monter, c'est déraisonnable, ça va naturellement s'effondrer. Il a pris une position, il a shorté cette position, et malgré tout, la position s'est bien effondrée et il a quand même perdu de l'argent. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Ça, c'est un truc, je ne sais pas si vous avez vu le film The Big Short. Ça relate de la crise de 2008 et ça a failli arriver à l'un des personnages qui est également tiré d'une histoire vraie, donc c'est réel. En gros, ce qui se passe, c'est qu'à un moment précis, et je vous l'affiche à l'écran, on voit la courbe qui monte. On est certain par exemple qu'elle va s'effondrer et là on prend une position. On dit à partir de maintenant, elle va s'effondrer. Eh bien, si elle continue à monter,
à un moment, ça vous coûte de l'argent parce que vous êtes en train de perdre. Vous avez dit que ça allait descendre, ça continue à monter. Et donc, par définition, vous payez jusqu'à un moment où vous n'avez plus les moyens de tenir votre position. Ça s'appelle comme ça. Et donc, si vous n'avez plus les moyens de tenir votre position, vous êtes par exemple à moins 1000 euros, vous aviez mis 1000 euros d'investissement, eh bien, votre position se ferme et vous avez perdu. Vous êtes à moins 1000, vous n'avez plus d'argent, vous êtes sorti du marché. Eh bien, si à ce moment-là, le marché commence à s'effondrer, même s'il descend 20 fois plus bas, eh bien, vous aviez raison. Vous aviez confiance en vous, vous aviez bien vu que le marché était irrationnel et qu'il allait se corriger, sauf qu'en attendant, vous êtes arrivé trop tôt. Et c'est ça qui m'a expliqué Stéphane dans son explication, c'est que j'avais raison, mais j'avais trop confiance en moi et surtout, j'avais pas le bon timing. Et donc, ça, c'est vraiment frustrant parce qu'on a vu quelque chose que peu de gens ont vu et pourtant, on a perdu de l'argent. Faites attention à ça, même en ayant raison, et c'est ce qu'on fait de très très peu d'Américains, notamment des génies qui ont réussi à voir qu'il allait avoir une crise des subprimes en 2008. Ça faisait partie des rares qui allaient carrément voir les banques en disant « moi, je vais parier contre vous ». Les banques disaient « mais attendez, vous voulez parier contre le marché de l'immobilier ? Le seul truc qui est en croissance depuis des années, mais vous êtes complètement fou ». Et ces personnes-là ont pris des positions et il y en a certains qui ont failli tout perdre parce qu'à quelques jours que leur position se ferme parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer, eh bien le marché s'est effondré. Dans l'histoire, la personne gagne beaucoup d'argent parce que si le marché s'effondre, en quelques jours, on récupère toute la perte qu'on a fait et d'un coup, on commence à faire des gros bénéfices. Sauf que si ça aurait continué à monter quelques mois de plus, eh bien, il y aurait ces traders-là qui n'auraient même pas gagné de l'argent alors que c'était les seuls à avoir vu la baisse. Comme quoi, il faut prendre un peu de recul et arriver au bon moment. Pour finir, je termine sur une bonne anecdote de Julien Gourlet. Alors pour le coup, Julien Gourlet, c'est un opérateur de pool de minage. Vous savez, quand on veut miner de la crypto-monnaie, on connecte son ordinateur à une pool, eh bien c'est cette personne qui orchestre tout ça. C'est un de mes partenaires, et lui, il m'a fait une remarque assez intéressante dans le sens où je pense qu'elle touche vraiment tout le monde. Pour le coup, je vais carrément lire son témoignage parce qu'il est court et il parle de lui-même. Je le cite. « J'ai participé à l'introduction en bourse de Karma et j'ai acheté beaucoup d'actions. Des milliers. Sur un cours de 18 € l'action. Pour de multiples raisons, je croyais énormément au projet. L'action a très vite décollé pour atteindre les 200 €. J'étais millionnaire, mais j'ai pas vendu. J'étais sûr que la hausse allait continuer et bien évidemment, l'action est retombée. Ensuite, quand elle est retombée à 150 €, psychologiquement, c'était difficile de vendre à une valeur inférieure de celle que j'avais connue. Et donc, par manque de pragmatisme et par aveuglement, j'ai passé mon tour. Bref, aujourd'hui l'action est à 20 €. J'en ai vendu une bonne partie autour des 70. Il y a plusieurs années, je ne me plains pas, mais j'aurais pu faire un beaucoup plus gros coup. Il m'est arrivé exactement la même chose sur l'Ether. J'ai acheté beaucoup d'Ether début 2017. Quand il était vers 6 €. Et dans le bull run fin 2017, début 2018, je n'ai pas vendu. Ensuite, c'est la même histoire. Une fois que tu as vu un Ethereum à 1400 $, difficile de le vendre à 1000 ou à 800 parce qu'on a connu un prix psychologique beaucoup plus haut et on n'arrive pas à se résilier à vendre. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais c'est vraiment celle-là que j'ai envie de partager. Je vois encore beaucoup de mecs très balèzes, je vois beaucoup de débutants le faire. C'est aussi des erreurs que je fais moi aussi. Et c'est vrai que à un moment, on se dit que ça peut monter encore plus et on ne vend pas. Si je peux donner un très très bon conseil qui vous desservira vraiment rarement, eh bien, quand vous ne voulez pas sortir, même si ça a explosé et que vous voyez que ça peut monter plus haut, vendez une partie. Vendez toujours par palier. Même si vous ne voulez pas vendre, même si vous êtes convaincu que ça va monter plus haut, liquidez au moins 10 ou 20%. Vraiment. Quand ça fait x10 ou x20, liquider 10 ou 20% de votre position, ça va faire de vous un trader gagnant. Même si après vous perdez tout, vous faites partie de ceux qui ont déjà fait x4 ou x5. Et donc, à aucun moment, vous aurez un regret. Ce que je veux vous dire, c'est que si ça fait x10 et que vous liquidez 20% de votre position, même si après ça refait x10, vous vous direz jamais « Oh, j'ai vendu 10% de ma position, du coup j'ai gagné beaucoup moins d'argent ». Non, parce que le gros de votre position, il aura encore fait x10. Par contre, à l'inverse, si ça se réeffondre et que vous vous dites « Waouh, la chance que j'ai, c'est que j'ai liquidé 10 ou 20% de ma position quand ça avait explosé ». Rien que ça, c'est une vraie barrière de sécurité et je pense que c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde. Quand ça explose violemment, même si vous avez la ferme conviction que ça va continuer à monter, vendez un petit peu de votre position. Si ça remonte encore et que vous êtes toujours décidé à rester, revendez encore un petit peu. Globalement, même si ça continue d'exploser, vous allez vendre 20 ou 30% de votre position. Par contre, si tout s'effondre, ces 20 ou 30% de votre position que vous aurez vendu tout en haut aura littéralement couvert votre investissement de base et vous aura fait prendre des profits. Voilà, c'est tout pour moi. Si ce format-là vous plaît, n'hésitez pas à demander une vidéo numéro 2, des petits conseils comme ça qui peuvent s'appliquer à des débutants, mais également à des traders intermédiaires. Je pense qu'il y en a plein. C'est pas vraiment des conseils, c'est plus des expériences parce que vous savez ce qu'on dit, apprendre de ses erreurs, c'est être intelligent, mais apprendre des erreurs des autres, c'est être un génie. Et c'est ça le but. Dans le partage, il faut vraiment
pas vous contenter de vos erreurs à vous, demandez aux gens autour de vous quelles sont leurs erreurs, surtout les gens qui sont là depuis bien plus longtemps que vous. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu. Le bouton s'abonner et activer les notifications, c'est vraiment ce qui me permet de me développer sur YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est la moindre des choses, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et si vous avez quelque chose à dire, si vous avez fait des erreurs qui me donneront peut-être des idées pour faire une prochaine vidéo, mettez-les en commentaire. Merci à vous!